les choses commencent sérieusement avec le Genikyu, car, à l'instar de cet arc proprement culte, les musiques vont quant à elles évoluer de manière très positive. C'est en effet à partir de l'épisode 38 que la série va accueillir de nouvelles compositions. Alors, j'y reviens tout de suite après. Et en plus de cela, les musiques du premier film vont également accompagner la série dès l'épisode 42. On peut donc dire qu'à ce moment-là, la série fait un bond musical très important. Il avait été révélé que la série avait été produite sur 26 épisodes et l'audience fut jugée décevante. Mais les ventes des vinyles, des CD et des cassettes audio étaient si importantes que cela a permis la série de continuer. Après le très gros succès du premier album, Columbia a demandé à la production de nouveaux disques et les producteurs ont vu l'audience remonter. La numérotation des musiques est alors revue pour les nouvelles compositions. Le terme Shin, qui signifie nouveau, apparaîtra sur ces nouvelles compositions. Kozumo Ishita croyait en ce projet et il a eu du flair de croire en Seiji Koyama. Au début, il n'y avait pas de budget pour avoir davantage de musiciens et tout s'est finalement débloqué qu'à partir du film Asgard. Avec le succès du premier OST, le budget musical avec les Gold Synth a augmenté de 30% et avec seulement 10 musiciens supplémentaires, ce qui n'est pas beaucoup. À ce moment-là, Seiji Koyama livre des musiques bien meilleures que celles des Galaxian Wars. Le compositeur comprenait parfaitement que la gestion du temps est sacrée. On a le droit à la délicieuse et entraînante musique Shin M3. Une musique qui procure un punch incroyable. Auparavant, on avait eu également la musique M20 à l'intérieur de la piste Senritsu no Sanctuary, qui sera très bien mise en valeur par le cadran zodiacal des 12 maisons. Encore une fois, nous saluons le travail de Yusano Sato qui a très bien analysé les musiques de Seiji Koyama. Toutes ne seront pas utilisées immédiatement. Par exemple, l'un des CD faisait découvrir aux fans la musique Iki no Theme, un thème extrêmement touchant qui aurait largement eu sa place lors du combat Iki versus Shaka. Ce sera d'ailleurs le cas sur le drama consacré dans le Memorial Box. Et pourtant, on ne retrouvera ce thème que lors du flashback de Mime. Le thème M7 est très intéressant dans son cheminement et n'a jamais été aussi bien utilisé que dans l'épisode 44. Il accompagnait alors majestueusement l'arrivée du mystérieux sainte des Gémeaux. L'un des thèmes les plus émouvants de cette période est celui d'Athéna, qui ironiquement fut très popularisé par son utilisation où Shayna sauve Seiya d'Aegelia. Le thème remplit son contrat, à savoir émouvoir et redonner espoir. De manière étonnante, ce thème existe en de multiples versions. On peut ainsi citer d'abord la scène où Seiya se relève face à Jagger, puis une autre version fut alors utilisée de ce même thème pour clôturer le premier film. D'autres seront entendus dans la série comme lorsque Shun se recueillant devant la Gold Close vide de la Vierge. Ou quand Shura réalise qu'il s'est fourvoyé à la fin de l'épisode 66.
Saori, alias Athéna, aura le droit à de nombreux thèmes. Elle partagera au début de la série un thème avec son défunt grand-père. On peut donc dire que le thème M53 représente la famille Kido et ses valeurs. Le thème M55 sera utilisé sur des moments où Saori déploie son pouvoir. Le thème met très bien en valeur la déesse. Bien qu'il y ait de nombreux autres thèmes qui lui sont dédiés, celui qu'on retiendra par la suite, c'est le thème Shin M15. Il sera l'un des rares thèmes créés pour la partie du sanctuaire à être encore entendu lors de la bataille d'Asgard. En parlant d'espoir et de musique particulièrement forte, comment ne pas évoquer la musique Shin M5, devenue culte lorsque Shiryu disparaît avec Shura dans le même épisode 66. Et de nombreuses fois ensuite jusqu'au Mekai quand Shun immobilise Hades. Si les seiyuu font un boulot proprement exceptionnel, le tout est sublimé par Seiji Koyama. Et je ne pense pas que l'émotion de Saint Seiya aurait un tel niveau sans ces musiques. Par exemple, la musique M19 composée pour accompagner la première partie du combat Shiryu vs Yan se révélera être fantastique dans la série TV. Ces utilisations n'ont jamais été décevantes, que cela soit pour la mort de Cassius ou celle présumée de Shiryu et de Shun. Alors arrêtons-nous un instant sur les thèmes de résumé qui sont devenus iconiques. La musique M43 accompagnera la traversée du sanctuaire comme chacun sait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le thème est utilisé sur la bataille des 12 maisons mais à partir seulement de l'épisode 45. Le thème est néanmoins utilisé sur le début de la série. Il est entendu sur l'épisode 14, 17, 19, 27, 36, 38 et 40. Bref, ce thème était utilisé en alternance avec le premier. Précisons que dans l'épisode 33, c'est étonnamment le thème M59 qui résumera la petite bataille entre les Bronzes Saintes et les Black Saintes. La musique M7B accompagne le résumé de la première partie de la série, parfois remplacée donc par le thème évoqué avant. Une musique qui marquera évidemment les fans. Le thème M26, lui, sera utilisé sur les derniers épisodes des arcs Asgard et Poséidon. Cette musique se voudra donc conclusive. Notons que lors du revival, il n'y aura pas de résumé lors de la partie du sanctuaire. Alors sur le Mekai, le thème M7B sera dans un premier temps utilisé, mais sera aussitôt remplacé par le thème M3. C'est également le retour des cartes. Le thème M513B provenant du 4e film prendra le relais sur la partie des Légion. Parmi les musiques des films, celles qui accompagnent le premier film semblent en apparence moins populaires, car on est nombreux à les avoir connues à travers la série TV directement. Donc fatalement, elles sont bien plus associées à la série qu'au film, mais elles n'en restent pas moins excellentes. Et Death Mask héritera de nombreux thèmes d'Eris en raison du Yomotsu Hirasaka. Le thème des morts d'Eris ne pouvait que se marier à ce lieu bien hostile. Les musiques d'Orpheus étaient délicates à placer, mais contre toute attente, on parviendra à les entendre sur les 2 combats de Yoga, les opposant à Milo puis à Camus.
En parlant de Camus, l'utilisation des 3 arias est un des plus grands moments de la série pour sceller le sort du pauvre Yoga. La musique témoigne la tragédie du maître face aux disciples. Saga disposera lui aussi de son thème. La dualité, la personnalité du personnage est admirablement bien retranscrite. Le morceau sera réutilisé assez logiquement quand Kanon dévoilera son identité dans l'épisode 110. Fier du succès du premier film, un second est rapidement mis en chantier. À l'image du film, Seiji Okoyama prend des distances avec les compositions du Sanctuaire pour nous pondre une partition magistrale qui est encore très populaire de nos jours. Le thème d'introduction M1 accentue la nouvelle menace ennemie. Elle sera judicieusement employée sur le second épisode de la série Asgard. La seconde partie, avec les chœurs, est exquise et donne un côté divin. Plus tard dans le film, Athéna est emprisonnée par Derbal. J'aime le calme de la seconde partie de la musique. Et pour accompagner plus tard le combat qui deviendra très populaire, à savoir Shiryu versus Yoga, 2 musiques seront créées. La musique M6 fait étonnamment penser aux compositions d'Iki. Elle met très bien en valeur la relative violence de Yoga. La seconde, quant à elle, est un petit bijou qui sera très bien mise en valeur dans la série pour accompagner le flashback de Fenrir. Le thème M9 fait apparaître des chœurs, rappelant que le film se surnomme Bataille des dieux, un thème absolument génial qui ne sera jamais utilisé dans la série. La piste God Warrior vs Saint est emblématique. La première partie, elle, est très utilisée dans l'arc Asgard, et c'est peu dire. Mais il faut surtout pointer la piste M11, qui est probablement une des meilleures musiques épiques de la licence. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si plusieurs parties de cette musique se retrouveront en fin d'arc, à savoir l'arc Asgard, Poséidon, puis le Junikyu. Un thème absolument extraordinaire. La musique M15, le thème de Frey est magistral. Il s'agit d'une très belle variation de son thème d'introduction, à savoir le thème M3. La musique transforme cette mélodie en un thème héroïque. Et enfin, la musique M17, encore et toujours une des meilleures musiques de la licence. Seiji Okoyama était très fier de ce morceau qui a ému tous les fans de la licence. Sa réutilisation dans le AV13 de Junikyu en marquera plus d'un. Pour l'arc Asgard et pour marquer une nouvelle saison, les musiques marqueront elles aussi une évolution. Pour beaucoup de fans, les musiques d'Asgard constituent pour eux les plus belles compositions. Le thème du résumé M205 est formidable et projette une nouvelle identité sonore à la série, ne ressemblant en rien à ce qui a été fait jadis. Le thème M225 est introduit par Sid lorsqu'il se présente à Saori, ce qui donne d'emblée une impression de menace. Pourtant, la musique en elle-même ne l'est pas, ce qui apporte de la nuance au personnage du God Warrior et rend ce groupe d'autant plus singulier.
La musique M218B cristallise à merveille le déchirement de cette bataille. L'une de mes utilisations favorites est dans l'épisode 95, lorsque Siegfried commence à douter du comportement d'Hilda. Le thème M215 est un thème d'action qui sera pas mal employé dans la série, ponctuant presque tous les combats. Si je dois choisir mon placement favori, c'est lors du début du combat Bud versus Iki. Quant au thème M228, qui apparaîtra sur la toute fin de cette intrigue, c'est une musique qui est assez efficace et ponctue très bien l'un des derniers actes héroïques de Seiya sur cette saga. Outre les musiques de combat, il y a des thèmes fortement riches en émotions. C'est le cas de la musique M219 qui accompagne la mort bien cruelle de Mime. On pourra également y glisser parmi les plus belles réussites de cette saga la musique M226 qui accompagne cette fois-ci la mort d'Hagen. Enfin, même si ce n'est pas une musique propre à cet arc, Mime héritera de tous les thèmes d'Orpheus du premier film. D'ailleurs, pour beaucoup de fans, ces musiques sont bien plus associées à Mime qu'au Ghost Saint. Le thème M212 sera souvent associé à Hilda et Freya, une musique qui restitue parfaitement la dureté du royaume d'Asgard. Sur l'arc Poséidon, ce qui est magique, c'est qu'il hérite des musiques du troisième film, et on sait tous que ce film est probablement l'un des meilleurs travaux du maître. Les musiques de Poséidon ne sont pas en reste, même si, sur la durée, elles ne seront guère aussi populaires que celles composées pour l'arc Asgard. Le thème M413 accompagnera un temps les interactions de Bayan et Io notamment. Sur la création de ces musiques, notons une particularité intéressante. Les musiques ont été mixées individuellement avant de les transformer sous forme de suite comme cela devait être sur la partition d'origine, mais cela demande plus de temps et on était sur la fin de la série, ce qui explique pourquoi dans l'édition Eternal Edition, les musiques ne sont pas reliées entre elles. Il ne faut pas oublier que tout se faisait très vite et que Seiji Okoyama disait que la période Saint Seiya était difficile et éprouvante car il fallait composer très vite et enchaîner les albums. Et il était sur beaucoup d'autres projets en parallèle pour la TV et ainsi que la radio. Le thème M414 quant à lui mettra très bien en avant le charisme du dieu des mers, en plus de la noirceur de ses ambitions. On revient sur des compositions peut-être plus classiques sans pour autant régresser. Quelques musiques apportent un suspense indéniable, notamment le thème M418 qui accompagne la fin de l'épisode 100. Et on a le droit à un joli chant pour Thétis. On se rend d'ailleurs très vite compte à travers les CD que le thème original est bien plus long que celui utilisé dans la série. Il en sera de même pour Sorrento. D'ailleurs, rappelons que dans les OV du Mekai N, le thème Dead on Symphony sera alors utilisé pour accompagner la technique de Minos. Et puisqu'on évoquait le troisième film et qu'au fond, c'est sans nul doute l'un des meilleurs travaux de Seiji Okoyama, on va pouvoir en parler. Pour parler de mieux de ce chef-d'œuvre, je laisse ma place à Gérald. Alors, il s'agit du troisième film tiré de la série
pour moi l'une des plus belles œuvres musicales du compositeur. Alors pour cette partie, Seiji Koyama nous a écrit des partitions absolument mémorables, avec des thèmes devenus vraiment emblématiques, comme celui d'Abel ou Athena Tensei, qui reprend le thème principal du film. Alors il y a beaucoup de choses à dire au niveau technique sur ces musiques, à commencer par l'écriture. Donc ça, je vais vous le détailler un peu plus tard. Alors comme vous le savez, le travail de composition, comme disait souvent Seiji Koyama, n'était absolument pas le même pour une série que pour un film, car cela demande beaucoup plus de travail pour un film. En fait, pour un film, Seiji Koyama travaillait directement à partir de storyboard et d'après les indications que lui donnait le réalisateur. Alors c'est un échange entre les deux, et une fois que le nombre et la durée de chaque musique est clairement définie d'après ce storyboard, le compositeur trace alors sur le manuscrit la délimitation musicale de chaque scène avec un feutre rouge. Alors pour ce film, il y a eu énormément de changements entre la partition d'origine et celle qui a été enregistrée. Alors ça s'explique sans doute que peu de temps avant de faire l'enregistrement musical, le montage final des scènes d'un film peuvent légèrement être modifiés en étant rallongés ou raccourcis. Ça demande un ajustement supplémentaire pour le compositeur si cela peut être fait avant la session d'enregistrement. Je vais vous donner quelques exemples avec plusieurs musiques et les modifications qui sont parfois très étonnantes. Alors on commence avec la M303. C'est le célèbre thème orchestral d'Abel. Alors cette suite est en fait une association de 3 musiques pour l'album, qui sont les M303, M304 et M306. En fait, il y a 30 secondes inédites qui n'ont jamais été enregistrées et que le compositeur a barrées sur ses partitions en écrivant cut. Sur la M303, c'est donc la toute première partie. Sur celle-ci, à la 48e seconde, c'est assez précis. Vous avez un cut en fait de 12 secondes qui correspondent à plusieurs mesures et qui est exécuté avec un solo à la harpe et une section à cordes en fond doux et léger. Alors sur la version enregistrée, les violons reprennent en fait directement le thème précédemment joué par la mandoline et la mandole. Alors on continue ensuite avec la deuxième musique, la M304. Alors pour Abel, pour cette seconde partie du thème, c'est un passage assez sombre. Alors plusieurs cuts ont été faits sur celle-ci. Alors vous avez un premier passage d'une mesure qui a été coupée à la 20e seconde. Ensuite, vous en avez un second de 10 secondes, qui est assez important quand même, vers le milieu de la musique. Et enfin, vous avez les deux autres mesures avec les 8 dernières secondes qui sont également barrées. Soit en tout une suppression de 18 secondes rien que pour cette musique M304. Alors après le thème d'Abel, on va parler de la M307, Saori no Kitsui, alors que l'on pourrait traduire par la détermination de Saori. Alors c'est la musique lorsqu'Abel joue de la harpe face à Saori et juste avant de la tuer. Alors pour celle-ci, il y a deux changements qui ont été opérés. Vous avez les mesures 7 et 8 qui devaient être jouées une seconde fois. Et Seiji a indiqué bis sur ce passage et finalement n'a pas été retenu et donc il n'a pas été enregistré. Alors le second cut concerne lui les mesures 21 à 23. Alors cette fois cela concerne l'ensemble de l'orchestre, soit en tout une suppression de 9 secondes pour cette musique. Alors il s'agit de la partie juste avant qu'Abel ne s'arrête de jouer. Sur la partition, ce passage est beaucoup plus long et il n'y a aucune coupure nette comme c'est mis dans l'enregistrement final. Alors tout s'enchaîne directement. Nous l'avons enregistré du coup dans son intégralité, sans ses cuts, comme Seiji lui l'avait écrit. Alors ensuite, nous continuons avec M308, Athena no Shi, qui signifie la mort d'Athéna. Alors c'est la première mélopée de Kazuko Kawashima avec la mort d'Athéna. Alors sur cette partition, le compositeur barre la 6e mesure à la 17e seconde. Alors rien de particulier sur celle-ci, car elle ne contient en fait que quelques notes supplémentaires avec la trompette et un prolongement des premiers violons.
Alors, c'est le titre Deucaelion no Daikuzui, alors que l'on traduit par l'inondation de Deucaelion. Alors, c'est la seconde mélopée du film et la plus triste, lorsque les chevaliers de bronze sont à terre et perdent face à Atlas. C'est ma préférée pour ce film. Alors pour cette musique, ce sont carrément les 3 premières mesures qui sont purement et simplement enlevées, soit 9 secondes, mais aussi les premiers violons qui devaient également continuer sur 9 secondes lorsque la voix de Kazuko Kawashima commence à chanter. Alors seule la toute première note de la mélopée est conservée sur l'enregistrement final. Alors en effet, à l'origine, la mélopée ne devait pas commencer de cette façon, mais uniquement avec une introduction de l'ensemble de la section des cordes, avec un prolongement des premiers violons, eux aussi, qui ont été supprimés. On continue avec la M314, la fameuse M314, qui est le titre Seiya to Saga Main Theme. Alors c'est un titre inédit, il y a plusieurs choses à dire sur cette musique. Alors premièrement, elle n'a jamais pu être éditée sur un album, car la bande master elle a été endommagée à l'époque. Et donc lorsque les éternelles éditions ont pu être sorties, il n'a pas été possible de l'inclure dans l'album. Donc elle reste donc inédite commercialement. Ensuite, la version finale qui est enregistrée est de 1 minute 14. Mais là encore, la partition est très différente parce qu'en effet, vous avez les 5 dernières mesures qui ont été supprimées. Alors, c'est Gio Koyama a barré les dernières secondes, soit 17 secondes en moins. La musique, elle devait continuer avec les violons et la harpe. Bon, maintenant, elle est désormais disponible sur notre album Shonen Symphony et en intégrale pour le plaisir des fans. Alors, on enchaîne ensuite avec la M324 et M325. C'est la fameuse Corona Marche, qui est un titre inédit. Alors, cette fameuse marche militaire que tout le monde connaît, que l'on entend durant le film, lors du combat entre Atlas et les Chevaliers de Bronze. Alors, premièrement, pour enlever toute ambiguïté, oui, cette musique est bel et bien de Seiji Koyama, et elle fait partie du film en question dans les partitions. Elle n'est jamais sortie sur support physique, et j'avoue, moi, personnellement, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, sans doute parce qu'elle n'était pas jugée pertinente, suffisamment intéressante pour l'éditeur pour être incluse justement sur un album. Alors cependant, cette marche militaire, elle a été utilisée à plusieurs reprises par Toei Animation. Alors nous pouvons l'entendre à nouveau dans Les OAV de Saint Seiya, un Jonikyu en 2002, mais aussi dans une autre série d'animation de 95 qui est connue en France sous le titre Les contes les plus célèbres, Sekai no Meisaku Dowa ou Anime Sekai no Dowa. Alors elle est utilisée comme musique additionnelle dans l'épisode sur Gulliver. リリパットの首都ミルデンドにガリバーが着くともう大騒ぎ。一目見ようと野じ馬たちが押しかけ、まるでおしくらまんじゅうのよう。 Alors la version japonaise bénéficie de compositions exclusives de Seiji Koyama qui sont absolument sublimes avec de belles partitions au piano. Alors ces musiques elles restent inédites à ce jour en France et malheureusement nous on a eu la version internationale avec une bande originale entièrement refaite par un autre compositeur et en plus jouée au synthé. Alors toujours sur la série Les contes les plus célèbres, alors vous avez d'autres musiques additionnelles tirées de Saint Seiya qui sont repris, comme ceux du Sanctuaire, de Poséidon, Abel, et vous avez également des musiques de Magical Tellur Token, c'est une autre œuvre de Seiji Koyama qui est également dirigée par un certain Shigeyasu Yamauchi. Alors pour revenir à la marche, il faut savoir que la version que l'on entend dans le film, c'est simplement un montage. Alors ce thème, c'est une suite de 2 musiques, M324 et M325, pour une durée totale de 3 minutes. 2 minutes 24 pour la M324. Et vous avez 36 secondes pour la M325. Alors, la version montée pour le film, elle contient en supplément une boucle de 50 secondes environ pour les besoins du film. Parce qu'en tout, pour tout ce passage du combat d'Atlas contre les bronzes, sur ce passage, il n'y avait pas de musique de prévu. Donc, Seiji Koyama l'a écrite comme musique additionnelle. Pour terminer sur les musiques additionnelles, vous avez la M326. Alors, c'est Gensu Meiro. C'est le labyrinthe d'illusions qui est utilisé pour la série télé Asgard. En fait, ce thème, il n'est pas utilisé dans le film, mais pour la série télé Asgard, qui était en cours de diffusion. Alors cette musique, elle fait partie des partitions du film Shinku no Shonen Densetsu,
et elle a été enregistrée le 1er juillet 88 lors de la session du film. C'est pour cette raison que vous ne l'entendrez que vers la fin de la partie de la série télévisée sur la partie Asgard. Alors, ensuite, nous avons la M327. Alors, comme pour la M326, cette musique elle a été enregistrée comme musique additionnelle pour la série télé, mais elle est utilisée pour Poséidon dans l'épisode 101, lorsque Seiya arrive au premier pilier. Alors, cette musique, elle reste inédite sur CD. Ensuite, nous avons également la M328A et M328B. Alors, c'est une autre musique additionnelle du film avec 2 tempos différents et toutes 2 disponibles également sur les CD des Eternal Edition. Alors, il s'agit tout simplement de la M306 du thème Abel, mais uniquement pour la partie harpe solo, mais sans l'orchestre. Alors, Seiji Yokoyama a simplement indiqué sur sa partition en dessous de la M306, M328. On a donc après la version A pour la version normale, avec le bon tempo, et la version B avec un BPM beaucoup plus lent, ce qui allonge cette version pour 12 secondes supplémentaires. On a une autre musique additionnelle, c'est la M323, c'est la toute première musique additionnelle du film. Alors c'est tout simplement la note qu'Abel joue lorsqu'il s'arrête et qu'Athéna tente de s'opposer à lui. Elle ne dure que 5 secondes, et celle-ci elle a dû être ajoutée lorsque le montage final du film était prêt. Et voilà pour les quelques petits secrets qui parsèment ce film. Alors, me concernant, cette bande originale est magistrale. Un petit mot sur le chef d'orchestre, il s'agit de Hiroshi Komogai, un homme associé à des projets prestigieux, parmi lesquels on trouve le film d'Harlock, l'Arcadia de ma jeunesse, qui est un film extrêmement important dans mon cœur, l'excellent Yamato Be Forever, et bien sûr, le film Mononoke. Excusez du peu. L'intéressé reviendra sur Saint Seiya. Mine de rien, Hiroshi Komogai accompagnera également Seiji Yokoyama sur divers projets tels que le film Sangokuchi ou encore la première série d'Harlock. La bande originale du 3e film doit sa réussite entre autres au thème principal, qui connaîtra tout au long du film de nombreuses variations. On notera d'ailleurs que la musique utilisée sur la M311 notamment deviendra le thème signature des Gold Claws dans l'arc Poséidon. Une musique pas si populaire mais qui m'inspire énormément, c'est le thème M313. Il commence de manière très joyeuse, douce. On pourrait même interpréter ça comme étant le thème d'Aphrodite, avant que la musique ne se trouble peu à peu. Traduisant l'impact qu'a le phénix au cours de ce combat. J'aime beaucoup le mariage de ces 2 sonorités, notamment lorsqu'Aphrodite reçoit de plein fouet la technique d'Iki. Le thème implacable d'Atlas de la Carène est également très intéressant et ne ressemble à aucun autre thème de la série. D'ailleurs, Seiji Yokoyama nous disait ceci sur le film de Saint Seiya. Après avoir participé au Toei Manga Matsuri de l'été 1987 et du printemps 1988 avec de nouvelles œuvres, je suis ravi que Saint Seiya, Shinku no Shunen Densetsu, la légende du jeune homme écarlate, arrive enfin cet été. Pour le premier film, réalisé par Kozomo Nishita, j'ai eu beaucoup de mal à créer le thème d'Eris, qui est un personnage fort, et à réussir à combiner harmonieusement le string requiem joué par Orpheus et la musique de la harpe enregistrée en studio, afin d'accentuer l'effet dramatique. J'ai également composé un thème pour Athéna dans un style d'aria d'opéra, qui fut par la suite utilisé dans la série télévisée, car il convenait parfaitement au personnage de Saori.
Kamigami no Atsuki Tatakei, l'ardente bataille des dieux, réalisé par Shigeyasu Yamauchi, l'action se déroulait au palais de Valhalla, à Asgard, en Europe du Nord, ce qui a donné lieu à des images d'une grande ampleur. Cela m'a conduit à opter pour une orchestration symphonique enrichie de chœurs masculins, afin de créer un son chargé de gravité et de profondeur. Le thème principal débute par un solo de piano, avant d'être enrichi par les cordes, puis rejoint avec le son singulier de l'accordéon, progresse en intensité et opère une transition et s'accélère. C'est à cet instant précis que les chœurs masculins et la scat s'unissent, laissant les voix du studio s'élever. L'ending reste aujourd'hui gravé dans ma mémoire avec une vive émotion. Je parle également de l'analyse musicale plus loin, mais le thème des frères et sœurs Frey et Freya, écrit au pianica, un petit clavier au vent, a donné un résultat très satisfaisant. Le thème de yoga du cygne me semble lui aussi avoir bien véhiculé l'atmosphère nordique. Pour ce troisième film, Shinku no Shonen Densetsu, réalisé par Monsieur Yamauchi, j'ai voulu me confronter directement à une image avec une approche franche. La composition du thème d'Abel m'a donné du fil à retordre, mais les octaves de la mandoline et les mandoles ont créé une ambiance parfaite. En y ajoutant des arpèges de harpe, j'ai essayé de faire ressentir un parfum de la Grèce. À bien des égards, cette bande originale est considérée comme le pinacle de Saint Seiya, et à raison, bien évidemment. Pour parler brièvement de moi, il faut savoir que 2 bandes originales ont été très importantes dans mon cœur durant ma jeunesse. Il s'agit évidemment de cette bande originale, et la seconde est Le Roi et l'Oiseau. Et enfin, le film Lucifer. Alors là, il y avait débat dans les années 90 car ce film a toujours eu une mauvaise réputation et pourtant les musiques quant à elles sont d'un très haut niveau. Sur les forums à l'époque, beaucoup relativisaient sur les musiques de ce film car associées à un sujet qui fâche. Et lorsqu'elles furent utilisées dans l'Arcades, beaucoup ont réhabilité ces musiques. Honnêtement, le thème de Lucifer est loin d'être anecdotique, voire mauvais, comme on pouvait le lire sur les forums dans les années 2000. Même la musique qui accompagne le combat de Shahu versus Astaroth et Belzébuth est un petit bijou tant il est entraînant. J'ai toujours eu 3 coups de cœur sur cette OST. D'abord, le très sous-estimé thème M517, car le thème magnifie tellement bien le côté bataille finale. Et le staff du Mekkei N ne s'y trompera pas, puisqu'il sera utilisé de manière fort logique pour clôturer l'OAV numéro 12. Il y a aussi l'implacable thème M519, qui est dévoilé lorsque Lucifer révèle ses véritables plans. Et enfin, bien sûr ce thème. Mon Dieu, mais quelle musique, quelle fin! Le thème final faisant très messe est incroyable. Honnêtement, j'ai dû écouter cette OST des centaines de fois, et si le film peut être jugé décevant, voir terminer les licences par cette musique à l'époque, oui, ça faisait son petit effet, moi je trouve. On note une petite curiosité musicale dans ce film, lorsque Seiya et ses compagnons font marche vers le Pandémonium. Nous pouvons alors écouter le thème M204, trouvable sur la piste Soldier Dream instrumentale. Or, cette musique avait été composée pour la partie Asgard. Il s'agit donc d'une musique déjà existante dans la série. Notons que si on se réfère à l'ordre du CD, une musique avait à l'évidence été composée pour cette scène. Cette piste a sans doute été écartée car ça ne collait pas avec la tension de la scène.
Cette bande originale est remarquable, bien qu'elle soit souvent sous-estimée par de nombreux fans en raison de son association avec un film relativement impopulaire, il faut l'admettre. Pourtant, la partition de Seiji Koyama n'en reste pas moins saisissante. Encore aujourd'hui, il m'arrive de l'écouter régulièrement. Selon mon humeur, il m'arrive même de la considérer comme la meilleure de toutes. Cela en dit long sur l'attachement que je lui porte. Quant au 5e film, ne nous leurrons pas. À l'époque, lorsqu'on avait découvert le film à travers l'OST, eh bien, cela donnait une drôle d'impression. Cela sera le dernier travail de Seiji Koyama sur la licence, si on accepte les thèmes de Pandore, Orphée et Pharao plus tard. Alors aujourd'hui, est-ce que l'OST du Tenkaichen a été réhabilité avec le temps ? Honnêtement, je pense que oui. Déjà, le thème du film me touche à titre personnel, et ce, notamment lors de son utilisation lorsque Shaina tente de réveiller Seiya. Le punch des combats est intéressant et ne ressemble pas tellement aux autres compositions. Enfin si, une, mais on va y revenir après. Shun vs Theseus est punchy. Le thème d'Iki, quant à lui, est clairement une belle évolution des thèmes associés à ce personnage. Il y a le thème Tsurei Tatakei, on a le droit à une nouvelle marche militaire et qui traduit plutôt bien la volonté de Seiya face à Odysseus. Le thème des saintes d'Athéna, alors oui, il existe déjà une piste portant son nom. C'est probablement ma musique favorite du film, puisqu'elle se paye le luxe de réunir les 5 bronzes, tout du moins de faire la passation entre Shun et Iki et les autres. Par cette musique, on sent une forme de maturité, une évolution vraiment intéressante de la licence. On sent tellement à travers ce thème qu'il s'est passé beaucoup d'années depuis les Galaxian Wars. Autre thème emblématique du film, c'est le thème M26. Cet orgue est incroyable et c'est par ce brillant thème que le film se clôturera. Un thème que je n'avais pas beaucoup à l'époque, mais j'ai depuis changé d'avis, c'est le thème Tuma to Marine. La première partie est intéressante, mais la seconde, au fond, elle est incroyable, car on sent que par le biais des regrets de Thomas, une sorte de renaissance. Et bien sûr, le thème d'Artémis, qui aura le droit à plusieurs variations très intéressantes tout au long du film. Cette bande originale se distingue par sa grande richesse, ne serait-ce que par le nombre de morceaux bien supérieur à celui des autres films. Certaines compositions se révèlent particulièrement ambitieuses, comme le thème dédié à Apollon ou celui marquant la jonction entre les frangins et Shiryu et Yoga. Le thème d'Artémis ainsi que ses nombreuses variations se montrent également d'une grande richesse. À mes yeux, le thème d'Iki reste dans la parfaite continuité des précédentes compositions qui lui sont consacrées, notamment par le choix des instruments, toujours en accord avec sa personnalité. C'est sans aucun doute une superbe réussite. À propos des films, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé l'interview de la chaîne autour de Shigehatsu Yamauchi, Seiji Koyama n'aimait guère l'utilisation des thèmes issus des films sur la série. Pour ma part, je trouve certaines musiques ont réellement sublimé sur des utilisations clés. Le budget ne permettait pas de nouvelles compositions du maître.
Il a donc fallu faire le choix d'utiliser les anciennes musiques. Toutefois, l'équipe avait la possibilité d'utiliser les musiques du 4e film et ainsi que du CD album Hades. En plus, une nouvelle version du thème de Pandore a été enregistrée pour l'occasion, mais avait bien été écrite à l'époque du CD album. C'est une nouvelle fois Yasuno Sato qui s'occupera de placer les musiques cultes du maître sur l'arc Hades. L'intéressé fut surprise qu'aucune nouvelle musique n'avait été composée ou presque sur cet arc, mais elle disposait d'un catalogue de 300 musiques. Les utilisations des musiques font toujours autant débat chez les fans. En effet, on pourra s'étonner d'entendre des musiques liées à la série Asgard qui ne sont pas toujours très pertinentes. Mais l'un des plus gros regrets est la trop grande réutilisation du thème M233. Là où la précédente série croisait avec beaucoup de pertinence les thèmes, ici, on s'étonnera à entendre le thème de résumé de l'arc de Poséidon sur la toute fin de l'épisode 3. Attention, je ne dis pas que tout est mauvais et que tout est acheté, pas du tout. Il y a même de très belles choses, notamment le thème ouverture du CD album, magnifiquement utilisé sur le combat de Shaka. Et surtout le thème M17 du film Asgard, accompagnant la fin de cet arc. Dans cette partie obscure de la licence, Seiji Okoyama officiera sous la tutelle de Tomoharu Katsumata, avec qui il avait déjà travaillé sur plusieurs projets. Rappelons que Tomoharu Katsumata est l'homme qui a le plus travaillé avec Seiji Okoyama, détenant plusieurs casquettes, aussi bien réalisateur que producteur. Tomoharu Katsumata connaît fort bien le potentiel inestimable de Seiji Okoyama. Notons aussi que notre compositeur enfilera lui aussi la casquette de producteur en finançant certains de ses projets personnels et il fera appel à Tomoharu Katsumata en tant que réalisateur. C'est dire la confiance mutuelle entre les deux hommes. Les musiques du 5e film seront habilement utilisées sur la partie Mekai-en et Elysion. Sur ces deux arcs, la partie musicale est très intéressante. Hades hérite toujours du thème de Lucifer et on pourra en effet trouver ce thème un poil trop fréquent, tout comme certaines musiques du Tenkei-en, mais chose à noter, la Columbia et la Toei Animation touchaient une partie des droits d'auteur pour chaque utilisation de ces mêmes pistes. Ceci explique cela. Quelques musiques surprennent, comme le thème d'Hilda sur Lune. Mais pour moi, la musique accompagne très bien l'apparition de ce nouvel ennemi. D'autres seront étonnés de la reprise de la flûte de Sorrento pour les apparitions de Mew ou l'attaque de Minos dans l'épisode 6 du Mekai. La musique M215 sera également très utilisée, notamment sur les combats. Alors, la plupart des combats hériteront des musiques d'Asgard. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais cela semble avoir été une règle établie. C'est d'autant plus dommage que certaines autres musiques d'action n'ont été que peu, voire jamais utilisées. Sur le 3e épisode, alors qu'on se demandait fort logiquement si Orphée allait reprendre le thème d'Orpheus et de Mime, ou même celui d'Abel, la Toei Animation commandera 2 nouvelles musiques estimant que c'était nécessaire. Pour ce faire, Seiji Okoyama a fait appel à Megumi Katsumata, la fille du réalisateur, pour les interpréter. Elle était également présente sur la section harpe du CD Radiant Blue.
La musique lugubre de Pharaoh en étonnera plus d'un à l'époque, et moi aussi d'ailleurs. La partie Mekai se passant dans un endroit pas vraiment joyeux, les musiques de la série Asgard seront très souvent utilisées pour appuyer la tristesse de quelques scènes, comme par exemple le récit d'Eurydice. Autre chose qui marquera les fans, ce sont les utilisations des musiques du CD album Hades. Globalement, le positionnement des musiques ne sera jamais dramatique. Des choix peuvent être discutés, mais il n'y a pas de véritable fausse note à mon sens. De nombreuses musiques sont réutilisées, même si en effet, écouter des musiques du Sanctuaire sur l'Arcades, il faut un temps d'adaptation. Et on peut regretter qu'au final, hormis la piste des Spectres qui est dédiée au CD, eh bien, les autres pistes du CD album Hades ne sont pas si mises en valeur que ça, certains morceaux étant encore très peu, voire jamais utilisés. Ironiquement parlant, lorsque le projet d'une suite Saint Seiya commençait à se murmurer, le grand public a appris l'existence par Seiji Koyama. Pourquoi ? Car celui-ci avait révélé en effet avoir été contacté par le studio d'animation Toei Animation, mais le compositeur n'a pas donné suite. Pour Seiji Koyama, celui-ci avait indiqué que pour Saint Seiya, ce serait au minimum avec 45 musiciens, pas en dessous, même si au début du Sanctuaire, il y avait très peu de musiciens. Il n'y avait donc aucun problème pour sa prime de commande, car Toei Animation connaissait ses tarifs pour chaque musique commandée. C'est le budget musical alloué au reste qui était insuffisant. C'est finalement Toshihiko Sahashi qui reprendra le flambeau et qui est naturellement moins cher que Seiji Koyama. Comme déjà évoqué tout à l'heure, l'excellent MOOC Otomo a révélé la personne qui était derrière le placement des musiques de Seiji Koyama. Et c'est très intéressant d'analyser ses travaux, car avec Dragon Ball Kai, on a compris une chose, c'est que si une musique, aussi excellente soit-elle, est mal placée, eh bien elle en deviendra mauvaise. Sur l'utilisation des musiques de Saint Seiya, il y a quelques codes qui se sont opérés. Déjà, première chose, le thème emblématique Pegasus Ryuseiken sera exclusivement dédié à Seiya. Aucun autre héros n'héritera de ce thème. On peut toutefois préciser que le thème est directement tiré du générique Pegasus Fantasy, que Yokoyama n'a pas écrit, mais ce qui n'enlève en rien à la qualité de ses arrangements. Il fera de même pour les autres openings et endings de la licence. Sur les combats difficiles, il sera très souvent utilisé la musique M3, qui est une variation de l'opening. Alors malgré ce qu'on pourrait croire, ce thème ne sera pas exclusif à Seiya. Et quand un héros se relève ou fait preuve de ténacité par rapport aux antagonistes, la musique M28 sera alors très efficace. D'autres thèmes bougeront, c'est le cas de la musique M38 qu'on peut entendre pour la première fois lorsque Jabu et Shun sont sur le point de s'affronter, mais par la force des choses, le thème deviendra la signature des styles synths. Quant à la dernière partie de cette musique, elle sera employée généralement en fin d'épisode. Le thème est absolument prenant et sera très longtemps utilisé dans la série. La fin de l'épisode 69 constitue pour moi une des meilleures utilisations avec le 27. Un thème très efficace pour mettre en valeur un obstacle sur la route de nos héros. La musique est également utilisée pour accentuer la tension. L'une de ses meilleures utilisations, selon moi, se trouve dans l'épisode 42, où la mélodie illustre parfaitement les enjeux de la nouvelle bataille.
c'est, je pense, la musique la plus utilisée pendant les combats. Contrairement à d'autres enregistrements de la première vague, ce thème accompagnera également les affrontements lors de la bataille des 12 maisons. Une autre musique très présente, souvent associée au Silver Saint et à des scènes mystérieuses, notamment l'histoire que raconte Mu à Aldébaran. Le thème est particulièrement bien utilisé avec Shiva et Agora qui marquent le retour des Silver Saints. Les utilisations de ce thème sont intéressantes. Bien sûr, il est souvent associé aux fins d'épisode, la tension de la musique s'y prête bien. Pourtant, cette composition est également utilisée en milieu d'épisode, concluant ainsi la première partie de l'épisode, soit juste avant les head catch, ce qui laisse entendre qu'une publicité intervenait à ce moment-là, une manière subtile de faire monter l'impatience chez les jeunes téléspectateurs à l'époque. La musique Shin M4 ponctuera les rebondissements de nos héros lors de la traversée des 12 maisons. Mais c'est un thème qui fut très bien utilisé lorsque Shiryu est fou en colère contre Deathmask, voire également quand il parvient à stopper l'attaque de Shura. Les utilisations de ces musiques ne seront jamais décevantes, notamment lorsque Ikki retrouve sa clause face à Shaka. Alors, il existe une musique qui n'est pas nécessairement associée à un passage très populaire dans le premier film. Je fais référence à la musique M38 qui, dans le premier film, accompagne une scène plutôt secondaire, la fuite de Seiya et Ikki. Dans la série, cette mélodie prend une toute autre dimension, étant mieux mise en valeur et soulignant des moments de tension intense, comme lorsque Aphrodite révèle les terribles caractéristiques de sa Bloody Rose. C'est dans ce type de contexte que cette musique dévoile toute sa puissance dramatique. Le thème Shin M6 est, d'une certaine manière, presque un thème exclusif à Ikki. On l'entend principalement dans les scènes marquantes où le personnage entre en action ou interagit avec d'autres. De son affrontement épique face à Shaka ou bien encore la discussion qu'il a avec ses disciples et bien sûr son arrivée bouleversante en larmes devant Saga. Cette musique accompagne des instants clés. Elle sublime alors la bravoure d'Ikki, soulignant à la fois sa force, son sens du sacrifice et son intensité émotionnelle. La musique M32, si au début elle est d'abord employée sur les mauvaises actions d'Ikki, et pourtant elle se révélera très efficace sur les moments où nos héros contre-attaquent de manière fulgurante. Cela sera le cas lorsque Shun abat le Black Andromeda. Parfois utilisé sur des ennemis comme Dokrates, Ikki héritera aussi de cette musique lorsqu'il reviendra à la vie devant les Netsu Saints. C'est un thème fortement associé à la première série. Hélas, le thème ne sera pas utilisé sur la seconde partie de la série face aux Gold Saints. Chez les Gold Saints, justement, à bien y repenser, rares sont les personnages de ce groupe à bénéficier d'un thème musical qui leur est spécifiquement dédié. La musique Shin M19 accompagne le Saint de la Vierge. Toutefois, attention, elle n'a pas été composée pour ce personnage, puisqu'elle était déjà utilisée auparavant. Même chose pour la musique Shin M12, également très présente autour de Shaka. Elle sera toutefois aussi associée à Doko, notamment lorsque ce dernier révèle à Shiryu l'existence des 12 Gold Saints. Cela contraste avec la musique Shin M25 qui, elle, est utilisée exclusivement lors des deux combats opposant Yoga à Camus. Ce thème contribue à rendre les interactions du Saint du Verseau d'autant plus singulières. La musique Shin M7, comme on peut le lire dans les livrets, a été enregistrée pour mettre en valeur la puissance des Gold Saints. Son utilisation la plus marquante reste évidemment l'apparition du Gold Saint des Gémeaux face à Shun et Yoga, mais elle est aussi utilisée pour d'autres personnages, notamment lors de la présentation de Milo et d'Aphrodite. C'est un thème clairement et fortement associé au Gold Saint. Alors il y en a plein d'autres à dire, mais je préfère m'arrêter là. De nombreuses musiques ne seront jamais utilisées, que cela soit au début de la série et bien sûr sur l'arc Poséidon.
Pour ceux composés sur le début de la série, cela doit s'expliquer par le fait que la production était en recherche permanente sur le ton de la série. Des musiques mignonnettes comme la M49 n'ont hélas pas trouvé leur place. Même chose pour la très belle mélopée de Kawashima à travers la musique M18. La piste Pegasus Seiza no Shitani, qui regroupe quelques morceaux non utilisés, prouve que la série avait beaucoup de thèmes humoristiques mais qui ne collaient finalement pas avec les Galaxian Wars. Certains de ces thèmes auraient pu accompagner facilement les péripéties des trois orphelins accompagnant Mio. D'autres morceaux ne seront curieusement jamais utilisés, comme le thème Shin M10, sympathique morceau d'action qui aurait pourtant eu toute sa place sur un combat. Même chose pour quelques musiques de l'arc Poséidon auxquelles j'ai déjà chroniqué. On retiendra le très beau morceau M427, une variation du troisième film avec l'instrument de la mandoline qui fut un instrument déterminant pour personnaliser Poséidon et son royaume. Alors, en fait, la version d'Athena Tensei avec l'orchestre de mandoline n'a pas été conçue pour l'anime, mais exclusivement pour l'album, afin de proposer une piste spéciale mettant en valeur cet ensemble. C'est une approche que Yokoyama adopte souvent lorsqu'il incorpore des instruments spécifiques ou des musiciens invités sur un album. Il compose alors des morceaux dédiés pour ces instruments. Il a d'ailleurs procédé de la même manière en 2008 pour Rag & Blue. Alors, comme nous avions en disposition un excellent pianiste et un talentueux violoniste, il a écrit 2 variations de la chanson de Divine Love, l'une pour piano et l'autre pour violon. Lorsque j'ai commandé ces musiques au compositeur pour l'album, ces 2 titres n'étaient absolument pas prévus. Il me les a présentés comme des cadeaux bonus, et je dois dire que je ne le regrette absolument pas parce que ces 2 morceaux sont vraiment magnifiques. Saint Seiya et les CD de musique, c'est une grande histoire d'amour, car c'est l'un des facteurs essentiels de la première série, ce sont ces musiques. Les ventes des CD de Saint Seiya étaient spectaculaires dans les années 80 et 90, et la firme avait gagné beaucoup d'argent avec, ce qui a poussé la Columbia de commander de nouvelles musiques à TV Asahi et Yokoyama tous les 2-3 mois. Pour les CD de Saint Seiya, il y en a plusieurs sortes. D'abord les soundtracks, en comptant les films, et il y en a 8 en tout, auxquels on peut ajouter le CD album Hades. Il faut reconnaître que les petits malins de chez Columbia avaient le nez fin en matière de CD liés au film. À l'époque, le Filmeris est d'ailleurs le seul à ne pas bénéficier immédiatement d'un album qui lui soit entièrement dédié. Une première sélection de 4 titres apparaît dans l'OST numéro 2, en ouverture d'album, dont l'iconique Yume no Nakani. Mais plusieurs morceaux restent absents et quelques-uns seront intégrés plus tard dans l'OST numéro 4, notamment le thème d'Orpheus qui deviendra par la suite le thème de Mime. Fait intéressant, dans cette première édition, la suite contenant le thème d'Orpheus est fusionnée avec une musique du sanctuaire, la M58, pour créer le thème de Shun intitulé Shun Sono Tatakei. Ce morceau sera renommé en 2003 lors de la sortie de l'Eternal Edition où il prendra un autre nom et inclura enfin
toutes les variations du thème d'Orpheus, dans un album entièrement consacré au film Eris. L'édition de 1988 proposait également d'autres superbes morceaux bonus, comme celui marquant la révélation d'Eris face à Saori. Enfin, dans l'OST numéro 8, 3 musiques du film Abel, absentes de l'OST numéro 5, font leur apparition en toute fin d'album. Une manière bien pensée d'encourager les fans à compléter leur collection en se jetant sur les CD suivants pour ne rien manquer. Une chose qui a pu étonner, voire agacer certains auditeurs, c'est le fait que, sur bien des pistes, on a plusieurs morceaux reliés entre eux et par des fondus enchaînés. Des enchaînements non présents à l'époque sur les utilisations de la série. Pourtant, il s'agit bien d'une volonté de Yokoyama, qui aimait que plusieurs morceaux s'enchaînent ainsi, formant des suites musicales car les partitions manuscrites sont écrites de cette façon. On ne peut que s'incliner devant la volonté de l'auteur des musiques, même si certains peuvent regretter ce procédé qui empêche de profiter de certains thèmes isolément. Notons qu'étonnamment, sur les Eternal Edition, les fondus ont disparu sur les musiques de Poséidon. On peut enfin noter qu'il existe également des compilations, notamment la Memorial Box, sorte de best-of qui, en plus de certains morceaux inédits, avait la particularité de proposer également des pistes drama, reprenant en fait des dialogues directement de la série animée, avec parfois une sélection musicale différente, ce qui en fait de belles curiosités. Alors attention toutefois, il existe une version pirate de cette compilation, la sélection et le montage des musiques est assez différente d'ailleurs. En parlant d'éditions pirates, qui furent nombreuses concernant les CD, celles-ci utilisaient des titres anglais médiocres qui ont hélas beaucoup été repris sur Internet. Les Eternal Edition. En 2003, 2 nouveaux CD sont sortis autour de notre licence culte. Les Eternal Edition sont sortis sur de nombreuses licences phares comme les œuvres de Leiji Matsumoto, les adaptations de Go Nagai, etc. Pour Saintia, qui a plusieurs fois démontré l'importance des musiques, une réédition s'imposait. Et celle-ci remet en plus les morceaux dans un ordre assez chronologique par rapport à leur date d'enregistrement, malgré quelques incohérences. Toutefois, malgré de nombreuses pistes rajoutées, provenant en grande partie, si je ne dis pas de bêtises, du Memorial Box, certaines continuent d'être manquantes. Quelques exemples. Au début de la série, il y a une musique d'action qui est la M50. Ou encore dans la section thème maléfique, une version courte de la M61. Il y a aussi un petit thème humoristique lié à Kiki, utilisé par exemple quand ils inspectent les clauses dans l'épisode 42. Plus tard, avec les Gold Saints, il manque les BGM Shin M42 à M44, qui restent également inédites. La Shin M42 est une variante de la Shin M41, la dernière partie du titre de Seven Sense. Pour Poséidon, le morceau M327 n'a jamais été édité. C'est la fameuse musique de l'épisode 101 lorsque Seiya se dirige vers le pilier de Bayan. Alors, petite anecdote sur les bridges disponibles dédiés à la série Asgard, les bridges M18A, B, C, D, utilisés dans la série Asgard et mis dans l'Eternal Edition de la série TV, ce sont en fait des musiques enregistrées pendant la session du film Asgard, et 2 ont d'ailleurs été utilisés dans le film, notamment quand Shun se fait attaquer par l'Ourl. Et lorsque Durbal se relève après les coups de Seiya. Dans le même genre d'ailleurs, le bridge Shin M33 est entendu dans le film Eris quand Ikki sauve Shun. On pourra par contre s'étonner que ces rééditions ne corrigent pas certaines erreurs des anciennes éditions comme certains morceaux édités 2 fois à l'identique. A noter que ces Eternal Edition sont bel et bien sortis en France à l'époque. Alors, les CD ne sont pas identiques aux éditions japonaises, hormis les génériques, toutes les chansons ont été supprimées et on a eu à la place
Nous n'avons également pas eu le droit à l'inclusion des pistes du CD album Hades, ce qui est bien dommage, ni au CD d'arrangement du piano Fantasia, ce qu'on regrettera moins vu leur qualité discutable, dirons-nous. Aussi, le découpage en pistes est plus développé que sur les éditions japonaises. Par exemple, le dernier des 3 arias est mis sur une piste propre. Cela n'impacte pas l'enchaînement des morceaux quand on écoute les CD en entier. Aussi, des titres français ont été créés pour l'occasion ainsi que de sympathiques livrets riches en informations diverses, ceux-ci ayant été écrits par de grands fans de la licence. Seiji Okoyama est un artiste qui a profondément marqué le monde de la musique, et ce, bien au-delà des frontières japonaises. Il est tout à fait raisonnable de penser que Sanseiya a accédé à une notoriété internationale en grande partie grâce à son travail exceptionnel. Quel que soit notre avis sur les compositeurs actuels, il est assez triste de constater que les budgets alloués à la musique dans les séries modernes ont fortement diminué. On demande aujourd'hui à des compositeurs de travailler très rapidement, ce qui ne donne pas toujours des résultats convaincants. Cela dit, certains parviennent encore à se démarquer et à proposer des œuvres marquantes. Seiji Okoyama, lui aussi, travaillait vite, mais avec une différence notable, il composait pour un véritable orchestre, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. C'est justement cela qui se perd aujourd'hui et qui faisait toute la richesse de ses compositions. Les musiques de Sanseiya restent extrêmement populaires. L'auteur a laissé une empreinte indélébile et il est difficile de mesurer à quel point sa disparition a bouleversé ses fans. Beaucoup espéraient encore le voir participer à de nouveaux projets autour de la licence. Heureusement, de nombreux concerts ont été organisés pour faire vivre son œuvre. En France, nous avons eu droit à 3 grands événements. Au Pegasus Symphony en octobre 2014, un autre en 2016 au Palais des Congrès, puis Sanseiya Symphonic Adventure en 2022. Que de beaux souvenirs, même si, personnellement, j'ai toujours regretté l'absence de certaines musiques issues des films, en particulier celle du 4e. Le public français répond toujours présent et bien sûr, la France n'est pas la seule à célébrer ces musiques. Au Mexique par exemple, le concert Sanseiya Concert Mexico City a été un grand succès. Alors fait amusant, en France, il semble qu'il soit difficile de négocier avec la Toei Doga, la branche Toei Animation qui gère les droits d'exploitation des films. Il faut impérativement passer par elle pour pouvoir diffuser des extraits vidéo lors de concerts. Au Mexique, ce problème ne semble pas s'être posé et l'orchestration du film Abel y était tout simplement incroyable. Comme souvent, l'herbe semble plus verte ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'engouement autour des musiques de Seiji Okoyama n'est pas près de s'éteindre. Des milliers de fans continueront encore et toujours d'écouter la musique du déluge de Deucalion pour ne citer qu'elle. Un grand merci à Gérald pour son aide précieuse dans la réalisation de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et surtout, comme vous le savez, prenez soin de vous.